Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Coup d'accélérateur tous azimuts au processus de décentralisation. La prescription du Premier ministre, chef du gouvernement, ce mercredi au Conseil national de la décentralisation. Les dossiers de la session en tête de ce journal. Coup de main à l'envol de la Camerco, le management entame un redécollage en douceur dès lundi avec des vols uniquement domestiques. Nous vous amènerons au cœur de l'atelier de Douala où se prépare la reprise. Et puis coup de chapeau présidentiel posthume à Manu Dibango, l'ambassadeur du Cameroun à Paris a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de la mégastar ce mercredi. Nous irons vivre la cérémonie au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Dernière ligne droite, ultime poussée avant les élections régionales du 6 décembre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, prescrit l'accélération et l'approfondissement du processus de décentralisation. Ce mercredi, Joseph Dione Ngouté et les acteurs du processus ont passé en revue les chantiers ouverts dans la perspective de la mise en place prochaine des régions. Les dossiers de cette première session annuelle du Conseil national de la décentralisation, c'est dans ce reportage de Laurentine Bokono. Si le chantier de l'accélération de la décentralisation se construit progressivement, c'est que d'importants changements sont intervenus récemment sur les plans juridiques, financiers et infrastructurels dans la perspective de la mise en place des régions. Un certain nombre de dispositions doivent être réglées. Quand l'élection se sera tenue, il faudra qu'un certain nombre de dispositions juridiques qui implique que l'on prenne en considération les points de vue des exécutifs régionaux soient déjà préparés. Avec comme boussole la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, les magistrats municipaux posent un regard autant factuel que prospectif. Le gouvernement de la République pourrait faire un effort d'accélérer la sortie de ces textes d'application-là pour libérer véritablement les communes, qu'on puisse juger le maçon au pied du mur. C'est un texte fondateur qui influe sur le fonctionnement des régions et donc qui fixe les lignes, qui en préside aux destinées. Au terme des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, prescrit diligence et large collaboration à tous les membres du gouvernement concernés par le transfert des compétences aux régions. Dans quelques semaines, l'on verra la décentralisation se déployer en ressources humaines, en infrastructures et autres logistiques pour son fonctionnement optimal. Allons donc voir ces avancées sur le terrain. Les maires annoncent que le processus de décentralisation avance. Une trentaine de départements ministériels ont déjà transféré de nombreuses compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Mais question ce soir, avec quel impact visible sur le quotidien des populations? Question à Oswald Médon. Sur la scène de la décentralisation, ils jouent les premiers rôles. Les magistrats municipaux camerounais ont d'ailleurs du pain sur la planche. Les compétences transférées sont là pour permettre aux populations de s'épanouir. Et ce n'est pas pour le maire ou pour l'exécutif communal, c'est pour la collectivité décentralisée. Donc, le transfert des compétences, concomitamment avec le transfert des ressources, aussi bien humaines que financières, vont permettre le développement du Cameroun profond. Nous sommes très proches des populations et ces populations désormais comptent beaucoup plus sur nous. Nous avons près de 33 ministères qui ont transféré leurs compétences, mais les moyens pour la plupart ne sont pas encore transférés. Mais il a fallu traduire dans les faits le transfert des premières compétences, quoique partiel encore. Les compétences transférées sont utilisées
par les maires pour apporter des réponses directes aux problèmes des populations, aux problèmes de développement. Je prendrai le cas direct de ce qui nous est transféré du ministère de la décentralisation, les 100 millions. Vous voyez, dans notre commune, nous avons commencé par toucher les éléments directs, ce qui est plus proche de la population. À chacun ses méthodes et son rythme, mais les priorités partout sont les mêmes. Nous sommes en train de finaliser la construction d'un centre médical d'arrondissement. Nous avons également mis sur pied des stratégies pour rénover ou réhabiliter tous les points d'eau. Ils ont le devoir de matérialiser ce qui n'était encore qu'un concept. Et même s'ils s'avouent capables d'impulser le développement attendu, on est encore loin de la vitesse espérée. Mais le Cameroun est bien en marche vers cette régionalisation. Les toutes premières élections régionales annoncées pour le 6 décembre se préparent activement. Les recours pour le contentieux préélectoral se referment tout à l'heure à minuit. Délai de rigueur pour la réception des contestations relatives aux listes de candidatures. 200 sièges reviendront aux chefs traditionnels dans ces conseils régionaux. Comment donc ces gardiens de la tradition se préparent-ils pour ce scrutin historique au Cameroun? Augustin Guizana. Les prétendants au fauteuil pionnier sont sur le qui-vive depuis la publication des listes des candidatures par Elections Cameroun. Nous voyons déjà devant de comment est-ce que les choses devront se passer après ces élections. Il y a deux listes qui sont en concurrence. Même si nous sommes tous des chefs traditionnels, c'est aussi comme dans d'autres partis. Si les candidats investis par les partis politiques ont un mécanisme clair de gestion du processus électoral, les chefs traditionnels sont face à la toute première expérience. Préparer une éventuelle défense devant les tribunaux administratifs en cas de litige, mobiliser les ressources pour battre campagne sont un ensemble de défis. Quand il s'agit du département du Bamoukim, il y en a 5 arrondissements et il y a 5 regroupements de chefs traditionnels. On va donc aller au sein de chaque regroupement pour continuer la réflexion qui a amené à ce que nous ayons une seule liste. La campagne sera d'abord financée par les candidats que nous sommes, ensuite les bonnes volontés et puis les élites sur lesquelles nous comptons beaucoup. En attendant les listes définitives, les représentants du commandement traditionnel ont déposé 111 listes, des batailles en perspective. Je vous le disais en titre, la Camerco reprend son envol. L'étoile du Cameroun retrouve le ciel dès lundi grâce au Boeing 737 loué récemment à l'Ukraine et réservé exclusivement aux vols domestiques pour l'instant. Des annonces données à la presse par les responsables de la compagnie aérienne nationale ce mercredi. Nous vous invitons dans les ateliers de la Camerco à Douala. Notre guide là-bas, Alvin Baonganzi. Le Boeing 737, qui devra desservir plusieurs villes du Cameroun dans les prochains jours, a passé les 5 étapes de conformité aérienne. Un contrôle effectué par des techniciens camerounais et étrangers pour que la sécurité de la clientèle soit assurée. Une fois que l'autorité aéronautique a confirmé son état de navigabilité, il a réussi à traverser l'Europe et se poser au Cameroun. Donc, maintenant qu'il est là, nous avons commencé à faire des inspections pour qu'il survole le territoire camerounais. La reprise des vols à l'intérieur du Cameroun dès le 12 octobre prochain marque le début d'une nouvelle ère à Camerco. On peut opérer sur ce marché de manière optimale sans avoir forcément besoin d'aller sur le marché régional tout en faisant des bénéfices. En attendant la mise sur pied des 2 avions propriété de Camerco et des MA60, les responsables de la compagnie aérienne nationale disent avoir tiré les leçons du passé et être prêts à un nouvel envol pour la fierté du Cameroun. Très attendu. Parlons éducation à présent. Au 3e jour de la rentrée scolaire, le président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation salue les mesures sécuritaires mises en place par le gouvernement pour la réussite de cette année scolaire 2020-2021. Le professeur Chanda Tonme, qui s'exprimait au cours de son point de presse hebdomadaire, appelle la communauté éducative à capitaliser l'engouement de cette rentrée dans les régions en crise. Je vous propose ce morceau choisi de son expression de ce mercredi, sélectionné par Augustin Guizana. La situation n'est pas encore tout à fait revenue à la normale dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Mais en général, il y a lieu d'apprécier positivement la démarche méthodique
résolu et très réfléchi du gouvernement camerounais. Des écoles, des collèges et lycées ont effectivement repris du service dans ces régions, avec les efforts notables et visibles de reconstruction sous la protection de nos forces de défense et de sécurité. Et chez les plus grands, à l'université, l'année académique 2020-2021 s'ouvre jeudi le 15 octobre. Les modalités de cette rentrée étaient précisées ce mercredi au cours des travaux de la commission de coordination universitaire, des travaux présidés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Ce qui attend les étudiants à cette rentrée 2020, avec vous, Franck Evina. Autour du patron de l'enseignement supérieur, les recteurs des universités d'État. En perspective, l'année académique 2020-2021 qui démarre le 15 octobre prochain, indésirable dans les campus, le coronavirus convoque un saut numérique. L'une des mesures prescrites par le président de la République, chef de l'État, fut l'optimisation de la pratique du e-learning dans l'ensemble des institutions camerounaises, publiques et privées. Une vision proactive pour des prestations académiques à distance, l'option a déjà fait ses preuves. Beaucoup d'enseignants avaient des groupes WhatsApp, des groupes GT, des groupes Zoom, des Google Classroom. L'année dernière, nous avons fait soutenir 55 thèses en visioconférence, ça n'est pas simple. Un jour, je me suis connecté à mon cours et j'avais 976 étudiants connectés. Pour les activités en présentiel, pas de panique non plus. À l'arrivée à la guérite de l'université de Boya, chaque entrant doit avoir un masque. Et puis être prêt d'avoir la prise de sa température. Autre bonne nouvelle pour les étudiants, l'engagement du gouvernement à fournir aux universités camerounaises un accès Internet de très haut débit. Allons voir comment est vécue l'une des innovations majeures de cette rentrée scolaire chez les plus petits, le retour au système de la mi-temps qui constitue un véritable casse-tête chinois pour les parents, notamment sur le chapitre du transport des enfants. Il a fallu ajuster le programme de travail en fonction de l'emploi du temps des enfants. Notre reporter Barbara Padjama est allée voir comment la famille Aloma s'organise depuis la rentrée avec ce transport de ses 3 élèves. Ouvrez grand vos oreilles, la famille Aloma dispense un cours sur l'organisation. Rapidement, avant de partir, on s'installe ici au bureau. Ils sortent les cahiers, ils sortent les livres, on révise qu'est-ce qu'on a fait la veille, ils se mettent au travail. Moi, je travaille. Les 2 élèves arrivent au travail à 6h15 avec leur maman et tout le nécessaire vital apporté de la maison. À 11h, 11h30, on mange et puis à 11h45, 12h, on s'en va. Les jumeaux passent plus de 5 heures assis là, dans leur salle de passage, occupés comme tout le monde dans ce service. Quand on part dans son bureau le matin, c'est facile parce qu'on a le temps d'étudier là-bas et c'est plus calme là-bas. Des heures creuses, mises à contribution avant le départ pour l'école. L'épreuve la plus difficile de cette nouvelle routine, c'est... Forcément, c'est la course, ça c'est pas autre chose. C'est du courir. Si on n'est pas parti à temps, on va arriver en retard. Alors, il y a les bouchons avec lesquels il faut compter, il y a la pluie. Les parents disent s'adapter, mais pour supporter la charge du nouveau système, pas évident. Espérons que ce soit pour un temps. Si ça se rallonge, je pense que le gouvernement sera obligé de réajuster le programme des horaires des parents. Le rendez-vous de midi n'est pas toujours honoré par les parents. Beaucoup cèdent leur siège aux chauffeurs et aux taximens pour conduire les enfants à la maison ou à l'école. Autre sujet de préoccupation, c'est bien l'achat des manuels scolaires. Les parents du département d'Union et Sceaux se réjouissent de la vente promotionnelle des livres qui se tient en ce moment même à la place des fêtes de Mbalmayo. C'est là une initiative conjointe de la commune et du ministère du Commerce. Michel Renaud Oranja revient de Mbalmayo. Il raconte. Parmi les difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire, il y a celles liées au prix des fournitures et manuels scolaires. Chaque année, Monsieur le ministre du Commerce nous instruit et nous avons eu un opérateur qui nous a été confié par la délégation régionale du commerce du centre qui a mis à notre disposition des stocks importants de cahiers de grande qualité et à des prix très concurrentiels. Un accompagnement apprécié par plus d'un et qui bénéficie de l'appui de la commune de Mbalmayo. Je voudrais remercier Monsieur le ministre du Commerce qui a bien voulu accepter notre doléance. En tant que parent d'élèves, mon souhait c'est de demander au ministre de proroger de 2 semaines encore
pour permettre vraiment aux parents d'acheter ces fournitures. Parce que vraiment, les prix sont abordables. Une bienfaisance active qui construit ainsi l'Union SO de demain. Des lauriers pour des personnels de l'Assemblée nationale, c'est au terme d'une session de formation continue, une formation clôturée lundi par le premier vice-président Hilarion Eton. Pulchéri Até raconte la cérémonie de clôture. C'est un sentiment de satisfaction qui anime la hiérarchie de l'administration parlementaire au terme de ces 3 premières phases du programme annuel de formation des personnels de l'Assemblée nationale. 10 modules qui ont été mis en œuvre pendant tous ces mois étaient véritablement des éléments qui sont les jalons du travail parlementaire. Au total, 320 personnels formés dans des domaines aussi variés que les TIC, la pratique du bilinguisme, la diplomatie parlementaire, le protocole et la rédaction administrative. Nous devons, par la qualité du travail, faire un rendu des plus efficaces pour le bonheur des députés et de notre institution. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président, l'honorable Hilarion Eton, a exprimé toute sa gratitude au secrétaire général de l'institution pour la dynamique impulsée dans le processus de modernisation de l'administration parlementaire. La vieille dame se refait une beauté à Douala. C'est une véritable cure de jouvence qui est en cours à l'hôpital La Quintini. Des travaux de rénovation qui visent l'amélioration de l'accueil pour les patients et également l'amélioration des conditions de travail du corps soignant. Les habits neufs de la Quintini, de l'hôpital La Quintini à Douala avec Alvin Baonganzier. C'est un vaste chantier qui est en cours à l'hôpital La Quintini de Douala. Il s'agit d'améliorer les services de cette formation sanitaire vieille de 90 ans. Le plateau technique, vitrine d'un hôpital, a été considérablement amélioré. Nous avons une dizaine de respirateurs, des appareils de photosynthèse, des tables radiantes, des incubateurs, IRM 1.5 Tesla qui arrive au niveau de l'hôpital La Quintini dans quelques jours. Avec plus de 90 médecins spécialistes, une trentaine de généralistes, la politique d'humanisation des soins est en marche. Le malade étant au cœur de toutes les attentions. Après la tenue de la toute première assemblée générale de l'hôpital La Quintini le 18 septembre dernier, tous les voyants sont au vert et les usagers, de plus en plus nombreux, apprécient les nouvelles réformes en cours. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Je vous invite à présent à effectuer notre halte habituelle au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa, ici à Yaoundé. Et là-bas, un sujet qui était exposé ce soir, on annonce et on confirme que pendant l'accouchement d'une patiente atteinte de coronavirus, le personnel de santé peut être contaminé si certaines précautions précises ne sont pas prises. Nous allons voir cela avec Évariste Yenga et son invité de ce soir, le professeur Robinson Bou. Bonsoir, messieurs. Comment cela s'explique-t-il? Bonsoir Adèle, c'est une autre trouvaille du professeur Robinson Bou dans ce vaste champ de la recherche sur le coronavirus et ses impacts, vaste champ encore presque inexploré et dans lequel il s'est engagé dans la parcelle précise de la gynécologie. Et ce soir, il nous l'indique, il y a possibilité de contamination davantage orientée vers le personnel médical au moment de l'accouchement. Question donc au professeur Mou ce soir. Professeur, bonsoir.
Bonsoir Évariste. Je rappelle que vous êtes gynécologue, à ne plus présenter, et directeur de la santé familiale, ministère de la Santé publique. Comment la sage-femme ou le médecin accoucheur sont-ils davantage exposés au moment de l'accouchement lorsque la patiente est testée positive au Covid-19? Merci. Dans le suivi d'une femme en travail, de manière routinière, il y a au moins que la femme en travail soit examinée tous les 30 minutes et qu'on voit comment le col sera tous les 2 heures. Donc il est donc possible que tous les 30 minutes, si un personnel soignant est à côté, tous les 30 minutes, il y a des possibilités d'infection croisée. C'est-à-dire une infection qui sort de la femme qui est infectée, qui est en travail, à la personne soignante. Raison pour laquelle il est très très facile, vous avez suivi qu'il y a beaucoup de personnel de santé infectés, beaucoup sont décédés. C'est cette infection croisée qui est la première porte d'entrée de l'infection de personnel soignant au cours de la grossesse. Et comment on fait, professeur, pour éviter cette infection croisée? C'est pour réduire la fréquence d'examiner. C'est-à-dire, si vous commencez au début, vous trouvez que la femme a un travail, on peut attendre jusqu'à 4 heures, même 5 heures, que tu sens que la femme a commencé à pousser. C'est à ce moment-là que tu peux aller. Donc il faut réduire totalement, de manière normale, de ne pas aller tous les 30 minutes à côté d'une femme qui a un travail testé positif pour la Covid. Et en faisant ça, on peut réduire cette contamination croisée entre la femme infectée qui est en travail et le personnel soignant qui n'est pas infecté. Professeur Mbou, merci infiniment pour toutes ces nouvelles. Adèle, vous l'avez entendu d'une bouche autorisée, celle du chercheur, ce gynécologue qui, la semaine prochaine, mercredi dédié à la gynécologie, reviendra avec un autre sujet. On va parler cette fois-là des rapports sexuels en période Covid. D'autres surprises certainement sur le front de cette bataille contre la pandémie. Merci Évariste, merci au professeur Mbou. Allons à Paris à présent pour l'hommage du chef de l'État à Manu Dibango. La mémoire de la mégastar disparue il y a 6 mois en France était saluée ce mercredi au cours d'une cérémonie sobre et émouvante au cimetière du Père-Lachaise à Paris. L'ambassadeur André Magnus Ekumu a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du grand Manu et redit à sa famille les condoléances du chef de l'État et la reconnaissance du Cameroun pour l'immense œuvre de cet immense artiste. L'émotion du moment captée par notre correspondante sur place à Paris. Retrouvons Maxence Ancel. C'est entouré de son épouse Claire et de ses proches collaborateurs que l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekumu, a réservé sa première sortie officielle au lendemain de la présentation de ses lettres de créance au président Emmanuel Macron à un illustre compatriote de renommée mondiale, Manu Dibango, disparu le 24 mars dernier à Paris. Vraiment, le Cameroun est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Merci. Il a porté le Cameroun en lui jusqu'à son dernier souffle. Même dans son lit. Jusqu'à la dernière minute, quand on le voyait, c'était avant tout le Cameroun. Comment va le pays? Voilà. Le défunt ambassadeur de l'UNESCO pour la paix repose désormais au cimetière parisien du Père-Lachaise. Manu ne peut pas nous appartenir, certes, mais Manu, c'est d'abord le Cameroun. Son Excellence André Magnus Ekumu a déposé une gerbe de fleurs aux couleurs nationales avec ces mots. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya, la patrie toute entière reconnaissante. Ici à la CRTV, le directeur général annonce avec regret le décès survenu ce 7 octobre 2020 des suites de maladie de M. Ramsina, chef de département de l'administration du personnel à la direction des ressources humaines et de la stratégie sociale. En cette triste circonstance, le directeur général et l'ensemble du personnel adressent à la famille du disparu leurs condoléances les plus sincères associées à l'expression de leur
profonde compassion. C'est un communiqué qui est signé ce mercredi même par le directeur général Charles Ndongo. Il s'agit du décès de notre collègue Ramsina Bawa. Il s'en va à 59 ans et il laisse derrière lui des collègues et une famille inconsolable. Elvire Angéline Ebalé. Silence et pleurs ont envahi les murs du domicile de Ramsina Bawa au quartier Oyomabon à Yaoundé. Le chef de département de l'administration du personnel à la CIATV n'a pu faire face à la maladie. La mort qui l'emporte à l'hôpital général de Yaoundé à 59 ans ce mercredi en début d'après-midi plonge sa famille éplorée dans le noir, la tristesse et la désolation. Collègues et amis peinent à accepter son départ. Il aura marqué les esprits par son humilité, sa riche expérience avec de nombreux postes qu'il a occupés au sein de la CIATV. Ancien footballeur, cet originaire de l'extrême nord, dans le maillot d'Anaï à Yagua, a joué dans les meilleurs clubs du Cameroun. Un repos précipité, car Ramsina Bawa devait prendre sa retraite en 2021. Il laisse une veuve, 4 enfants et des petits-fils. Et ce mercredi, la douleur est immense ici à la CIATV. En page des sports, les Lions indomptables sont à Amsterdam. Une série d'entraînements en prélude au match amical de vendredi. C'est après-demain le match contre les Samouraïs du Japon. Écho de la tanière à 48 heures du match avec Germain Noël Essenge. Les arrivées de Jérôme Mongene et de Fabrice Olinga sont venus compléter l'effectif d'Antonio Conceição à 24 joueurs. Depuis ce mardi, la puissance et la force associées à la vitesse et la vivacité constituent le thème central du travail du technicien portugais. À 48 heures de la confrontation avec les samouraïs japonais, l'heure est au plan de jeu et à son animation ici au Harlem Shake Stadium, la base d'entraînement des Camerounais où mannequins et échelles sont mis à contribution pour amener les joueurs à réagir. Le football nippon est léché et dépouillé. Les Camerounais doivent y opposer leurs armes, le physique, la rigueur défensive et la recherche de la profondeur. En l'absence du Lançois Ignatius Ganago, meilleur buteur des Ligue 1 françaises blessé, le Lyonnais Toko Ekambi pourra se voir confier la pointe de l'attaque camerounaise aux côtés de plusieurs newcomers que le staff technique voudra observer. De leur côté, les Lions A' préparent le CHAN. La formation conduite par Yves Clément Aroga a perdu le match amical de ce mercredi face à la Panthère sportive du Ndé par 1-0. Prochaine rencontre, ce sera samedi dans 72 heures face au Soudan du Sud. Et voilà des informations sportives qui viennent mettre un terme à ce 20h30. L'essentiel de l'actualité du jour annonce un coup d'accélérateur tous azimuts à mettre au processus de décentralisation. C'est la prescription du Premier ministre, chef du gouvernement, donnée ce mercredi à l'ensemble du Conseil national de la décentralisation et aux acteurs de ce secteur. Coup de main à l'envol de la Camerco, le management entame un redécollage en douceur. Ce sera à partir de lundi avec uniquement des vols domestiques. Vous avez vu en image l'atelier de Douala où se prépare cette reprise. Coup de chapeau présidentiel posthume à Manu Dibango. L'ambassadeur du Cameroun à Paris a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de la mégastar inoubliable ce mercredi au cimetière du Père-Lachaise à Paris. La fin du 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Franck Evina et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations tout à l'heure, un journal entier à minuit présenté par Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après le 20h30 le documentaire Monsieur le Président, les fictions américaines. Je vous quitte encore sur ces précieux rappels du président de la République contre le Covid-19 en vous souhaitant une très belle soirée sur la CIATV. À demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.